Bonjour les élèves, donc nous allons maintenant lire les derniers chapitres du roman Un trou dans la glace. Chapitre 11, l'abominable homme de neige. Ça fait maintenant 4 heures que Suzy est revenue. Max va régulièrement à toutes les fenêtres en tentant de percer l'obscurité, donc essayer de voir s'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Il a les yeux rouges et les traits tirés. Donc ça, c'est une manière de dire qu'il est fatigué. Maud est sortie, comme toutes les demi-heures, depuis qu'ils ont eu des nouvelles de Simon. Les secouristes qui sont restés sur place en profitent pour rattraper un peu de sommeil afin d'être frais et dispos quand on aura besoin d'eux. Maud suit le sentier qu'elle a tracé dans la neige au cours de la nuit. Elle n'a pratiquement pas fermé l'œil depuis la disparition de Simon. Donc, n'a pratiquement pas fermé l'œil, ça veut donc dire qu'elle n'a pas dormi. Mais l'attente est trop cruelle pour dormir. Donc, ça veut dire que même si elle essaie, elle n'est pas capable de s'endormir, comme ça l'inquiète trop. En allant jusqu'au bout du champ, elle a l'impression de se rendre utile, ne serait-ce que pour suivre l'évolution de la météo. Comme toutes les autres fois, les arbres tournoient dans tous les sens comme des chevaux en pleine course. Mais en voilà un qui avance, et ce n'est pas certainement un arbre. Elle ne voit qu'une masse blanche qui se déplace lentement. Elle fait un pas dans sa direction, puis se met à courir, submergée par une sorte d'exubérance. Serait-ce possible? Là, elle se dit peut-être que c'est... Pensez-y, là. Serait-ce possible? Il s'agit bien d'un homme. Il tire lourdement une montagne de neige derrière lui. Cela ne peut être qu'Hervé. Il chancelle sur ses jambes et l'air siffle entre ses lèvres. Son visage bleui est croûté de neige et de glace. Elle arrive à sa hauteur et entreprend aussitôt de passer derrière lui pour l'aider à tirer. Elle tente de lui offrir d'aller chercher du renfort, mais l'homme, au lieu de répondre, transfère une bonne partie de la charge sur les petites épaules de Maud. Cela ralentit considérablement l'allure et Maud se demande comment il a pu arriver jusque-là. Hervé continue à marcher mécaniquement. Donc mécaniquement comme un robot. Maud ne voit rien devant elle et le chemin menant à la maison lui semble interminable. Enfin, la porte s'ouvre d'un seul coup. Max, Suzy et les secouristes voient l'abominable homme des neiges entrer dans la pièce avec son cortège de glace. Sous l'amoncellement de neige, Maud fait surface exténuée. Vite, vite, dit-elle aux spectateurs médusés, donc ça veut dire qu'ils sont oh, qu'est-ce qui se passe? Simon est là-dessous. Ce nom déclenche une action frénétique pour dégager la neige et découvrir les corps de Simon et de Pollux, chaudement enveloppés dans la couverture de laine. Le coordonnateur signale aussitôt à la radio qu'on a retrouvé le garçon vivant et qu'on a besoin d'un médecin. Max se penche sur le visage de Simon, tandis qu'il ouvre faiblement les yeux. « Papa? »« Simon, mon petit Simon, c'est bien toi, » dit Max en contenant ses gestes. « Tu vas bien? » Simon fait signe que oui de la tête. Maud soulève doucement le corps mou de Pollux, qui respire toujours, mais en râlant. Donc là, ça veut dire... Donc, vraiment, lui, Pollux, il va encore moins bien que Simon. Elle le porte près du feu et l'enveloppe d'une couverture. Le chat de Hervé vient le sentir et entreprend de lui lécher le poil affectueusement. Les secouristes ne perdent pas de temps. Ils ont tout fait de dégager Simon en coupant la couverture et vêtements au ciseau. Ils le placent sur un brancard et le recouvrent d'une couverture spéciale métallisée. L'un d'eux procède, ça veut dire qu'il fait, un examen sommaire et fixe une attelle à sa jambe. Quant à Hervé, une fois son harnais coupé, il continue son chemin directement vers la salle de bain
en repoussant le secouriste qui veut l'examiner. Il fait couler un bain d'eau chaude et se jette dedans tout habillé. Suzy court l'aider et le surveille. Il sait ce qu'il fait, explique-t-elle au secouriste. Il est tombé à l'eau l'hiver dernier et il a fait pareil. Maude reprend son souffle près du feu, Pollux sur ses genoux. « Papa! » répète la voix de Simon. « Je suis là, mon grand, tout va bien aller maintenant. Pollux m'a sauvé la vie, dit Simon. Il faut qu'on s'occupe de lui aussi. » Max lève la tête en direction de Maude, mais l'agent de Mers se rapproche d'eux en faisant non de la tête. Il indique la crosse de son revolver d'un air triste, signifiant qu'il va falloir achever la bête. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir tuer Pollux parce que il va pas survivre. Courage, Simon. Max est troublé, son fils est si pâle. Pensez-vous qu'on puisse annoncer la nouvelle à sa mère? Demande soudainement Max à l'agent de Mers. Elle doit être sur le vol 416 en provenance de Vancouver ce matin. Ça devrait pouvoir s'arranger, répond l'homme en se dirigeant vers la radio portative. Aux premières lueurs de l'aube, ça veut dire aux premières lueurs du jour, quand ça commence la lumière dans le fond, le jour à se lever, le soleil. L'hélicoptère se pose doucement devant la maison de Hervé et deux femmes en sortent en courant. L'une d'elles est médecin et se précipite à l'intérieur de la maison pour examiner Simon et lui porter les premiers soins. Il est très faible, annonce-t-elle, mais c'est un garçon robuste. Il devrait s'en tirer. Le pilote de l'hélicoptère vient aux nouvelles pour savoir s'il doit relancer la turbine de son appareil pour un medevac. Et puis, si on appuie ici, jargon de l'aviation pour désigner une évacuation par ambulance aérienne. Le médecin confirme en plongeant l'aiguille d'une seringue dans une fiole scellée. Le temps de te faire une petite injection et on t'amène à Mont-Laurier pour te réparer la jambe. Donc, ils vont vraiment faire une évacuation d'urgence, dit-elle à Simon en passant une ouate humide sur son bras. Tu as gagné un voyage en hélicoptère. Je te rejoins dans 1 heure ou 2, mon grand. Ils vont bien prendre soin de toi, dit son père pour le rassurer. Vous allez examiner Pollux aussi, n'est-ce pas? Demande Simon en implorant le docteur du regard. Je ne suis pas vétérinaire, mon grand. Je risque de lui faire plus mal que de bien, répond-elle en donnant des ordres de la main aux brancardiers, donc les personnes qui vont tenir comme la civière, qui soulèvent Simon pour l'amener vers l'hélicoptère. Attendez, ordonne soudain la voix grave de Hervé. Le coureur des bois sort ruisselant, ça veut dire avec plein d'eau qui coule sur lui, de la salle de bain, vêtu seulement de son caleçon. J'ai promis au petit qu'on s'occuperait de son chien, ajoute-t-il en sortant dehors pratiquement nu. Il court dans la neige en devançant l'équipe qui transporte Simon et interpelle le pilote qui prépare sa machine. Les secouristes marchent d'un pas rapide et synchronisés vers l'hélicoptère. La discussion entre Hervé et le pilote semble animée et Hervé monte le ton. Simon n'entend que le dernier mot de Hervé. Tu m'en dois une, tu vas l'amener chez le vet. Le vet, ça veut dire le vétérinaire. Un des secouristes place une couverture sur les épaules de Hervé qui reste là, déterminé à ne pas laisser l'hélicoptère partir sans Pollux. Le pilote consulte le médecin du regard alors que le groupe arrive à la hauteur et cette dernière hausse les épaules en signe d'exaspération. Puis la femme médecin ferme les yeux et fait un geste impatient. Quelque chose comme ça. S'il faut vraiment que le chien soit à bord pour qu'on puisse décoller, ben qu'il monte vite, dit-elle, plus de temps à perdre. Maude place doucement Pollux sur le siège du copilote, laissé vacant, et le rassure une dernière fois.
Hervé lance à Simon un regard triomphant en lui faisant un gros clin d'œil complice. Comme ça. Simon tend la main à Hervé et il la saisit. La petite main place dans celle de l'homme un couteau rouge avec une croix blanche dessus. Hervé fait mine de refuser, mais la petite main insiste. Le médecin ferme la porte de la cabine pour mettre un terme à cet échange. Maude entraîne Hervé à l'intérieur, l'hélicoptère soulève un nuage de neige et s'envole. Max descend la dernière valise en se hâtant, tandis que Maude emballe 2 sandwichs. Suzy apparaît alors derrière l'orignal Penaude. Penaude, ça veut dire triste. Max est tellement préoccupé qu'il n'entend pas cette petite voix. Suzy pense qu'il ne veut plus lui adresser la parole, mais Maude met tendrement la main sur l'épaule de Max. Ce dernier la regarde, perplexe, puis se retourne dans la direction que lui indiquent les yeux attendris de Maude. Le menton de Suzy tremblote. Je vous demande pardon. Max sait exactement ce qu'elle ressent. Lui-même se sent coupable. Il pose un genou à terre et ouvre les bras. C'est fini maintenant, Suzy, dit-il, tandis qu'elle se jette au creux de son épaule. Il n'y a rien à pardonner, Suzy, il va s'en sortir, et personne ne t'en veut, ma chouette. Vous lui direz au revoir de ma part? Mais tu n'auras qu'à lui écrire. Je suis persuadée que cela lui ferait bien plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir, et il ne faut pas les faire attendre. Hervé est ressorti de son bain et a, cette fois, passé une épaisse robe de chambre. Il regarde la scène avec la gorge nouée. Max se relève pour lui faire une longue accolade. Les 2 hommes se regardent un moment. Puis Max fait un geste qui signifie le départ. La voiture est vite chargée et disparaît d'un seul coup entre les sapins lourds de neige, comme si un rideau blanc était tombé derrière eux.